Alors, bonjour, boa tarde. Nós estamos aqui, é com grande emoção que estamos aqui. Eu estou aqui e penso que mais alguns entre nós, por termos connosco Kenneth White. C'est avec un grand plaisir, une grande émotion de rencontrer Kenneth White au Portugal, à Lisbonne. On était avec lui déjà 2 jours à la faculté de lettres de Lisbonne. On a parlé en anglais surtout, et aujourd'hui on espère continuer en français, un peu en portugais, et tout ça a un sens, car Kenneth White est écossais, né à Glasgow, et très tôt il a étudié la littérature française, la langue française, et donc il est très proche du continent, disons. Et très jeune, il est allé vivre en France, d'abord en Allemagne aussi. Ça, c'était au milieu de mes études. Au milieu, oui, en Allemagne aussi, mais surtout en France, où tu habites depuis 40-50 ans. J'ai pas fait le compte, mais ça doit faire ça. Oui. Alors, et donc, ce qui est intéressant, c'est que Kenneth White était un écrivain européen, dans ce sens, qui écrit aujourd'hui en français et en anglais, surtout la poésie, disons, elle est encore écrite, et sera toujours écrite, je crois, en anglais. Et ses essais, ses narratifs de voyage, tout ça, en anglais aussi, mais les essais en français, c'est ça. Donc, après, tu pourras nous dire quelque chose sur cette répartition des textes, quel est le sens de tout cela. Mais ce qu'il faut dire, c'est que Kenneth White est un écrivain où le vécu et l'écriture sont très proches. Et d'ailleurs, je crois que c'est une recherche constante de Kenneth White. Dans les 2 jours où nous étions à la faculté de lettres, on a parlé de géopoétique. Kenneth White est le fondateur moderne de cette idée de la géopoétique, de cette conception de la géopoétique,
Et on pourra aujourd'hui parler encore de géopolitique, mais je voudrais aussi qu'on puisse parler de l'écrivain, parce que c'est une œuvre avec une dimension importante, avec une importance littéraire, spirituelle, disons, qu'il faut souligner. Donc, il y a une écriture géopolitique, je crois, et c'est une revendication de Kenneth White. Il dira peut-être quelques mots sur cela, mais l'écriture géopolitique, ce n'est pas une écriture naturaliste, ce n'est pas une écriture sur la nature, tant qu'objet, mais une écriture nature. C'est une expression de Kenneth White, une écriture nature. Comment est-ce là possible? Kenneth White parle souvent de Thoreau, Henry David Thoreau, une de ses influences spirituelles principales, et Thoreau a dit, je cite, « La nature ne pose pas de questions et ne répond pas aux questions que l'homme peut lui poser. » Donc, c'est évidemment tout un programme de recherche qui est là. Toute une conception vraiment qui sort des sentiers battus de la science et aussi de l'essai philosophique traditionnel en Europe, disons. Donc, l'écriture, l'esthétique, la cosmologie, toutes ces dimensions trouvent des relations, des rapports qu'il faut chercher quand on lit Kenneth White. Le but original de l'écriture est de nous situer dans un espace qui n'est pas seulement un espace littéraire. C'est, je cite Kenneth White, pas seulement un espace littéraire. Je crois que tous connaissent le livre, le titre de Blanchot, Espace littéraire, et donc il y a un éloignement de ces références que d'ailleurs Kenneth White connaît très bien. Et je cite encore Kenneth White, je dirais que l'on commence à écrire poétiquement quand on ne peut plus s'inscrire nulle part, quand les espaces d'inscription sont devenus irrespirables, enviables. Donc, en même temps, l'écriture n'est pas une simple inscription, et d'ailleurs, elle répond à un besoin, n'est-ce pas? Il y a un sens de perte d'espace vivant, d'espace culturellement vivant. Je dirais aussi que l'écriture géopolitique est d'abord la tentative de se situer dans le plus large espace possible. L'espace, l'ouverture, c'est évidemment toute la direction de l'écriture de Kenneth White. C'est le moyen d'ouvrir un monde en suivant les lignes de la Terre, et ça, j'ai découvert après qu'on a choisi le titre de notre conférence, les lignes de la Terre, précisément, ça s'appelait, et j'ai découvert que tu avais précisément cette idée des lignes de la Terre. On a parlé de géopolitique et géophilosophie ces jours-là, pas du tout pour se dresser là dans des traditions bien établies, mais au contraire pour ouvrir ces traditions les unes aux autres et pour établir la possibilité d'une circulation de la voix, de la pensée et de l'esprit. Donc, je demanderai à Kenneth White pour nous dire quelque chose sur qu'est-ce que c'est l'écriture pour quelqu'un qui a pensé si profondément la géopolitique.
Qu'est-ce que c'est l'écriture depuis cette recherche que tu as fait en géopolitique? L'écriture. Oui. Peut-être qu'on pourrait commencer en termes encore plus larges et parler d'expression, Oui. avant de parler d'écriture. Moi, j'ai commencé dans un territoire, dans un espace vivant et vécu sur la côte ouest de l'Écosse. D'abord, il y avait le village, où j'étais à l'aise. L'idée freudienne que l'écrivain était nécessairement un être aliéné n'est pas une idée que je partage. Tout en reconnaissant, c'est souvent le cas, ça oui. Mais ce n'est pas nécessairement le cas. Donc moi j'étais à l'aise dans le village, je connaissais tout le monde, mais je sentais tout de suite que l'espace social, si nécessaire qu'il soit, ne me satisfaisait pas. Je reconnais absolument la nécessité, mais on a besoin, tous et toutes, à mon avis, d'un autre espace. Difficile à préciser, difficile à définir surtout au début, et surtout pas de définir trop vite. C'est ce que font beaucoup de penseurs, ils ont une idée et ils ne vont pas plus loin. Parce qu'on peut toujours aller plus loin. Donc, le village était là. Quand j'étais gosse, j'allais à l'école, je suis toujours reconnaissant à qui peut m'apprendre quoi que ce soit. Je suis toujours prêt à apprendre. Ça, c'est l'école qui me donnait ça, même si j'ai ri un peu dans les brancards, mais ça, c'est normal. Même si à l'université, j'étais un peu sauvage, c'est normal. Donc, il y avait l'école, et puis il y avait l'église. Alors là, je connaissais très bien la Bible. C'était une église protestante, et ma première littérature était la Bible. Pour moi, assez vite, je n'avais plus de croyance. Je croyais à rien. Et l'idée de Dieu, de déesse, etc., me laissait froid. Mais la Bible ne me laissait pas froid. Parce que ce que j'y voyais, je n'avais pas encore le vocabulaire, mais c'était l'itinéraire d'une tribu nomade, hein, qui sort d'un esclavage en Égypte, qui va vers une terre promise. Tout le long de cet itinéraire, la tribu nomade va devenir un peuple, va se constituer une constitution et va essayer de fonder un État. Il y avait tout un développement là. Donc, l'école et le village, et l'église. Je connaissais donc très bien la Bible, à tel point que le pasteur croyait que j'allais nécessairement devenir pasteur. Tellement je connaissais cette Bible. Mais pour moi, la Bible était une initiation à une politique, et pas n'importe quelle politique. Par exemple, dans le dernier livre de la Bible, l'évangile de Saint Jean, il y a une phrase et je me suis trouvé exilé sur l'île de Patmos pour le Logos. C'est énorme, c'est énorme. J'avais ça quand j'étais étudiant sur le mur de ma salle de travail. Donc, très rapidement, parce qu'il est toujours bon de commencer dans les commencements. Si on commence à mi-chemin, on n'ira jamais loin. Il faut commencer toujours à la base. La base la plus fondamentale, c'est un mot que j'aime beaucoup, fondamentale, la fondation d'une mentalité. Bon, après le village que je viens d'évoquer, en extrapolant tout de suite vers, vous avez vu, non seulement des questions sociales, mais des questions politiques et étatiques, il y avait l'agriculture, il y avait des champs. J'avais une énorme sympathie animale pour les vaches, pour le bétail, pour les moutons, etc. Pour toutes sortes d'animaux d'ailleurs. Je passais des heures à suivre la trace de tout petits animaux. Je me tenais quelquefois dans des étangs en suivant d'autres animaux aquatiques. Mais encore, je ne me sentais pas fondamentalement concerné par l'agriculture. On sait que l'agriculture bien comprise, on commence à la mieux comprendre peut-être aujourd'hui, l'agriculture telle qu'elle a été pratiquée ces dernières décennies, non seulement ne me plaît pas, mais elle est désastreuse. Mais bon, ce n'était pas le cas dans cette agriculture que je connaissais enfant. Mais, comme je disais, ce n'était pas un champ fondamental. Alors après l'agriculture c'est quoi, bien comprise? C'est cultiver un champ
pour que ce champ rende, grâce aux meilleures graines possibles, le résultat le meilleur. Ça, c'est l'agriculture. Alors, la culture humaine, analogiquement, c'est développer les puissances dans chacune d'entre nous pour que ce qu'on appelle le moi, qui est un jeu d'énergie, atteigne son expansion, son extension maximale. Ça, c'est la culture humaine. Ce n'est pas accumuler des objets de culture. Ce n'est pas vendre de la culture, qui est toute une tendance aujourd'hui. Et la culture qui est vendue, franchement, soyons gentils, 95% ne mène pas loin pour faire ça. Donc, agriculture et culture humaine. Ensuite, la forêt. Alors là, c'était déjà une étape plus profonde, en quelque sorte. Alors là, c'était non pas le silence de la forêt, parce qu'une forêt n'est pas silencieuse, le bruissement de la forêt. Cette sensation du vent dans les arbres. Et puis encore là, des contacts avec des oiseaux, des hiboux, avec lesquels j'ai communiqué. Quand j'avais 12-13 ans, mon plaisir était de communiquer avec les oiseaux de la forêt. Et il n'y a pas plus grand plaisir pour un être humain, à mon avis, que de sentir au moins de temps en temps un contact avec le non-humain. S'il n'y a pas pour la vie humaine un contact avec le non-humain, cette vie humaine sera de plus en plus pauvre, jusqu'à devenir pratiquement, et c'est une tendance aujourd'hui, complètement robotisée. Les robots sont à la porte. Donc un être humain qui veut rester non seulement humain, mais comme disait Nietzsche, surhumain, en comprenant bien ce mot, ce n'est pas être un surhomme, mais c'est dépasser certaines conceptions très limitées de l'être humain. Voilà donc la forêt. Et ensuite, il y avait la lande. Je parle je pense beaucoup en termes d'étages et d'étapes. La lande. Alors la lande, ça c'était, surtout certains jours, presque le silence total. Interrompu de temps en temps par un cri d'oiseau. Épervier, par exemple. Un seul oiseau, les ailes étendues, faisant, comme on dit, le Saint-Esprit. Again, j'étais fasciné. Mais là, c'était le grand silence, et avec un signe de temps en temps, un phénomène de temps en temps. Vous voyez, je choisis mon vocabulaire, et je suis en train de développer un langage. Enfin, j'essaye. La lande. Ensuite, il y avait la montagne. Enfin, quand moi j'étais gosse, je l'appelais la montagne. Ce n'était pas une montagne, c'était la moraine d'un glacier. C'était le dernier stade, la moraine d'un glacier descendu du nord assez proche, mais quand même encore un peu lointain. Alors, j'essaye de répondre multiplement à ta question, parce que c'était une question profonde. Là-haut, sur la crête, je me disais, vers 15 ans, pour l'expérience que je viens de faire, le long de cet itinéraire, étape par étape, je me disais, déjà à 15 ans, je n'ai pas de langage pour ça. Je maniais le langage social, avec plaisir, communication sociale, avec plaisir. Mais je sentais que ce n'était pas suffisant. Le langage de la religion, pratiqué à l'église, ne me satisfaisait pas non plus. Ce n'était pas ça. Je peux comprendre les raisons psychologiques pour la religion, je peux même comprendre certains arguments théologiques, mais pour moi, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, c'est autre chose. Quelquefois, quand je m'intéresse à d'autres, qu'on appelle quelquefois des religions comme le bouddhisme, pour moi, le bouddhisme, tel que je le comprends, n'est pas une religion, c'est une hygiène de l'esprit. C'est quelque chose de beaucoup plus radical. C'est un éclaircissement de l'esprit et donc de l'être. Donc je me disais, je n'ai pas de langage. Ni le langage social n'est satisfaisant, ni le langage religieux. Plus tard, étudiant à l'université de Glasgow, langue moderne, langue classique et philosophie, je me disais que, tout en étant intéressé par la métaphysique, je ne pouvais m'intéresser qu'à une métaphysique avec beaucoup de physique dedans. Donc la métaphysique non plus ne m'intéressait pas. Donc je suis en train de sortir du langage social, de la religion,
y compris la mythologie et de la métaphysique, pour aller vers autre chose. Cette autre chose allait être la géopolitique. Mais, je n'oublie pas l'autre partie de ta question, l'écriture. Donc, je sentais que je n'avais pas de langage. Et je me suis dit, il va falloir que tu cherches un langage. C'était le début de l'écrivain. Mais j'aime pas ce mot écrivain. Je n'aime pas trop même le mot poète. J'aime beaucoup le mot auteur. C'est un vieux mot et qui fait un peu coller-monter quelquefois un auteur. Mais non, ayant fait beaucoup de latin, dans le mot auteur, moi je vois le latin augeri auctum. Donc un auteur pour moi, c'est celui qui augmente la sensation de vie. Rimbaud au XIXe siècle disait beaucoup d'écrivains, peu d'auteurs. Lui aussi était un fort latiniste, donc il savait ce qu'il disait. Beaucoup de gens ne comprennent même pas ce qu'il voulait dire. Donc je me suis dit, bon, il faut que tu cherches. Donc, je commençais à lire, comme un enragé, il faut revenir là-dessus après. Et je commençais à écrire. Mais, je n'ai pas tout de suite voulu faire de la littérature, faire de la poésie. Ce que je faisais comme base, je me promenais dans le village, je rencontrais des gens, et j'avais l'impression que personne ne comprenait personne. Que les dialogues, les conversations n'aboutissaient jamais. Et qu'il y avait une confusion mentale partout, partout. Donc, j'écoutais les gens, je rentrais chez moi, j'ai 15 ans à peu près, je rentrais chez moi et je retranscrivais les conversations en essayant de les rendre claires. C'était un travail de clarification. Le premier travail d'écriture pour moi, c'était un travail de clarification. Ensuite, effectivement, on commence à lire les deux premiers écrivains importants pour moi, c'était Walt Whitman, Feuille d'herbe, Leaves of Grass, et Thoreau. Quand j'avais 15-16 ans, c'était Whitman et Thoreau. Ce n'étaient pas les poètes anglais, même romantiques, ce n'étaient pas les poètes contemporains non plus, c'était Whitman et Thoreau. Plus tard, à l'université, mon auteur préféré, mon penseur préféré, et plus préféré est un mot faible, c'était Nietzsche. Dans mes essais à l'université, si on m'invitait à écrire sur les poésies lyriques du jeune Goethe, je faisais un paragraphe là-dessus, et ensuite, et il y a Nietzsche qui dit autre chose. Le résultat de ça, c'est que quelquefois j'avais 2 sur 20, parce que j'étais hors sujet. Et à d'autres moments, j'avais 18-19 sur 20 parce que le professeur comprenait vraiment ce que je voulais dire. Mais, bon, et c'est pour ça que j'ai interrompu mes études, parce que ça n'allait pas assez vite. Donc, mon professeur d'allemand m'a dit, écoute, je crois que ce serait pas mal si vous faisiez une pause. Alors, je dis tout à fait d'accord. Donc, j'ai demandé, enfin j'ai fait ma candidature à Deutscher Akademischer Austauschdienst, service d'échange qui existe beaucoup plus aujourd'hui. Et donc, je suis allé en Allemagne étudier surtout Nietzsche et Heidegger. On est déjà loin là. Hein? Peut-être même qu'il vaut mieux que je m'arrête. Non, je veux savoir qu'est-ce que c'est. Là, tu rentres dans l'écriture. Hein? Oui, alors là, je commence effectivement à me dire, voilà, Whitman m'intéresse. Alors, je dis, bon, qu'est-ce qu'il fait exactement? Et j'ai écrit récemment un livre, Le Gant du Cosmos, et tout le début, c'est de Whitman. Et les poètes américains qui m'intéressent sont tous des Whitmaniens. Quelquefois des Whitmaniaques. Donc, je lis, quand je lis quelqu'un, je lis vraiment. Hein, je ne lis pas une moitié de livre ou un seul livre, je lis une œuvre. Ce sont des œuvres. Donc j'ai lu tout Whitman, entre 15 et 16 ans. Il y avait des aspects de Whitman que je n'aimais pas, une certaine chauvinisme américain, un certain optimisme assez creux sur l'avenir de ces États. Je laissais ça de côté. Mais ayant lu tout Whitman, je me suis rendu compte que lui-même, surtout après la guerre civile de 61-65, et le début de l'Amérique de l'or, de l'Amérique de l'argent, il voyait ça venir. Et c'est ce même Whitman qui
était l'adorateur des Stars and Stripes, qui commence à dire il se peut que l'Amérique soit la pire erreur que l'humanité ait déjà faite. Ça, c'est Whitman, enseigné dans les écoles américaines comme le chantre de l'Amérique. Le Whitman qui m'intéresse est beaucoup plus intéressant que ça. Presque tous les auteurs vraiment intéressants, vraiment importants, disons, vraiment signifiants, sont beaucoup plus que l'image traditionnelle, établie, acceptée qu'on fait d'eux. Il ne reste souvent que des caricatures. Donc, Whitman, Thoreau, alors là, déjà, quelqu'un et un écrivain beaucoup plus ferme, beaucoup plus concis, beaucoup plus précis que Whitman, mais à sa manière puissant. Thoreau et Whitman. Thoreau a reconnu en Whitman, et c'est son vocabulaire, c'est un vocabulaire qui m'intéresse, il a dit à Whitman, face à face, ah non, c'était dans une lettre à quelqu'un d'autre, ce Whitman est le phénomène le plus intéressant du moment. Le phénomène, ça c'est intéressant comme vocabulaire. Il ne dit pas l'écrivain le plus intéressant, le poète le plus intéressant. Il dit le phénomène le plus intéressant. Et face à face avec Whitman, il a dit à Whitman, tu es étrangement oriental. Parce que Thoreau était déjà plongé quand même dans ce qui existait à l'époque des traductions de la littérature, notamment sanscrite et chinoise. Faites à partir par des Anglais, membres de la East India Company, donc travaillant dans le commerce et dans un peu de législation, mais qui faisaient aussi des traductions du sanskrit, comme d'autres du chinois. Alors Thoreau lisait cela. Et si vous lisez bien Thoreau, pour lire Thoreau, il faut lire bien sûr Walden et les essais, mais il faut surtout lire son journal. Ça fait à peu près 2 volumes comme ça, 2 volumes épais comme ça. Moi j'ai tout lu de Thoreau. Voilà donc, pour les Américains. Ben, si je faisais le tour du monde, en français, les écrivains qui m'ont intéressé quand je suis venu en France, c'était les surréalistes, et pas tous les surréalistes, loin de là, mais c'était André Breton surtout. André Breton. J'ai un long rapport avec lui, j'ai traduit Breton en anglais. Michaud, voilà ma famille française. Et, depuis, livre après livre, l'essai, parce que c'est une manière de penser rapidement. L'inventeur de l'essai tel que l'essai m'intéresse, c'est Montaigne, c'est un Français. C'est un Français qui a inventé l'essai. C'est une manière, comme je dis, de penser d'une manière variée, rapide et perspicace. Une certaine sorte de narration, mais le roman, sauf quelques exceptions, il y a toujours des exceptions dans quelques catégories que ce soit, mais le roman, je peux dire un peu brutalement peut-être, le roman ne m'intéresse pas. C'est une autre sorte de narration qui m'intéresse. Les livres de narration que je fais sont ni des romans, absolument pas des romans. Tu les appelles les cheminements, c'est ça? Des romans avec ou sans intrigue. Et j'ai fini par développer, comme dans d'autres domaines, inventer mon propre vocabulaire. Et effectivement, le genre de narration, de prose narrative que j'ai fait, je l'appelle des waybooks, des livres du chemin, mais peut-être plus fondamental encore, des livres de la voix, V-O-I-E, un mot très chargé, bien sûr, notamment dans le bouddhisme. En tradition orientale, donc. Bien sûr. Et le poème, alors là, quand j'étais à l'école, ce qu'on me présentait comme poésie ne m'excitait pas à l'esprit du tout. Plus tard, effectivement, c'était Whitman au début. Et ensuite, j'ai cherché dans beaucoup de littérature, grecque, latine, surtout du latin un peu excentrique, grec, surtout les Grecs qui venaient plutôt de la Turquie,
Héraclite, Parménide, etc., etc. Donc j'ai fait le tour du monde en quelque sorte, pour chercher, pour arriver à l'écriture qui peut m'intéresser. Mais là j'ai beaucoup parlé, je ne suis pas ici pour faire une conférence, c'est plutôt je vois ça plutôt comme un dialogue, comme question-réponse, comme conversation, mais... Je voudrais, si tu me permets, non seulement pour, disons, prendre un peu le point où tu te trouvais là, maintenant, écriture, me bornant seulement à la question de la poésie, en te lisant, j'ai vraiment l'impression de me trouver, en tant que lecteur, dans les antipodes, d'une certaine manière, d'une bonne partie de la poésie qui se pratique de nos jours. Et évidemment, je pense que cette poésie qui se pratique surtout à majorité de nos jours est le résultat de ce qu'on peut appeler la culture du narcissisme. Et évidemment, cette culture du narcissisme, c'est une expression terrible, je pense aussi, dans la poésie. Or, tu as une vision de la poésie qui non seulement n'est pas narcissique, ni intimiste, mais qui cherche, disons, à établir en contact avec l'extérieur. Oui. Et si tu veux bien, j'aimerais bien que tu essaies d'exposer un peu cette idée, l'idée que tu as personnellement de la poésie. Je vais m'accrocher au dernier mot que tu as prononcé, contact avec l'extérieur. C'est vrai, ça c'est fondamental pour moi. Que ce soit l'extérieur de la nature, ou que ce soit l'extérieur de la pensée, en quelque sorte. J'ai essayé de dire ça, de temps en temps, peut-être que je mentionne des titres de livres, dans La figure du dehors. Ce titre est parlant, d'après la question de Julio. La figure du dehors. Alors qu'est-ce que c'est que ce dehors? C'est se débarrasser non seulement du narcissisme, hein, c'est pas regarder soi-même dans un miroir. Pour un enfant de 3 ans, le stade du miroir, c'est parfait. Si à 50 ans, vous êtes encore en train de vous regarder dans le miroir, vous avez un problème très profond. Mais à 3 ans, c'est bon. Mais il faut dépasser ça. Donc, ça, c'est le début d'une certaine conscience de soi. Mais, à part ce narcissisme, cet amour de soi, peut-être qu'il faut un certain amour de soi à un moment donné pour pouvoir aimer quelqu'un d'autre. C'est possible. Mais, donc, c'est un premier stade qu'il faut dépasser. Ensuite, il n'y a pas que le moi. Parce que le moi est une construction factice. Ça vient des parents, ça vient de l'éducation. Et quelle éducation? L'éducation a beaucoup de modes et de manières, et de la religion, bien sûr. Si tu sens que tu es fait à l'image de Dieu, tu es assez content de toi. Tu vas pas te travailler. Donc, ce qu'on appelle le moi, alors là, je ne dis pas qu'il faut le briser, parce que ça serait trop brutal et ça recommencerait après. Il faut le travailler, comme avec une espèce d'érosion. L'érosion, quoi, de cette construction qui est le moi, en l'occurrence. Une déconstruction, si vous voulez. Mais bon, là, je fais une petite référence à Derrida, dont j'admire le travail, mais Derrida, avec sa déconstruction, il passe son temps à faire des trous dans le socle de Hegel. Et ça, pour moi, ça ne va pas très loin, cette déconstruction-là. Donc il ne s'agit ni de déconstruction dans le sens derridien, ni de destruction brutale, mais un travail long d'érosion qui peut se passer, par exemple, en marchant, en nageant. Dans la marche, on se débarrasse de tout ce poids du moi. En nageant, on vit avec les vagues. Et on peut vivre finalement, non seulement avec les vagues, mais avec le vide. Et là, c'est le saumon.
Mais il ne faut jamais oublier les autres, parce que dans le bouddhisme qui parle beaucoup du vide, mais le bouddhisme est toujours en train de dire, enfin les penseurs bouddhistes les plus avancés, pas les bouddhistes religieux, parce qu'il y en a, ils sont toujours en train de dire que celui qui ne parle que du vide ne sera jamais vide. C'est-à-dire qu'il a la bouche pleine du Bouddha ou d'une certaine conception presque religieuse du vide, c'est pas ça. En fait, dans le bouddhisme, c'est une espèce de négationnisme ou de négativisme. C'est ce que j'aime dans la logique bouddhiste, entre autres, mais on peut trouver cette logique aussi en Occident. Je ne suis pas un orientalisant tout cas, absolument pas. Il y a des pensées très profondes en Occident aussi. Mais la logique qui m'intéresse, c'est pas ça, 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 c'est ça. Et le but, c'est de pouvoir dire ça. Dans un des premiers livres de littérature, comme on dit, orientale, moi je préfère dire asiatique, les yogas, le système de yoga de Patanjali, la première phrase, c'est à peine une phrase, c'est Tatvamasi, tu es cela. Tu n'es pas enfermé dans ton moi. Tu n'es pas enfermé dans le système qui t'entoure. Tu es cela, tu es plus, toujours un plus possible. Et c'est un plus, bien sûr, dans l'être, c'est pas un plus dans l'accumulation de choses. La culture n'a rien à voir avec l'accumulation. Aujourd'hui, on vit dans une pseudo-culture basée sur l'accumulation. On n'a jamais eu autant de théâtre, autant de cinéma, autant de ceci et de cela. On n'a pas besoin de beaucoup, on a besoin de beaucoup moins, mais bien travaillé. Hein. Tandis que là, c'est la production d'objets, publicité pour vendre ces objets, et on appelle ça culture. Ça n'a rien à voir avec la culture. Rien à voir. Est-ce que ça répond un peu? Avant qu'on ouvre le dialogue, c'est pour cela qu'on est ici, je voudrais dire que malheureusement, nous ne sommes pas ici pour présenter une, deux éditions des œuvres de Kenneth White. Les livres de Kenneth White ne sont pas disponibles, je crois, sauf dans un cas, ils ne sont pas disponibles en portugais, et les éditions qui ont existé, deux éditions, dont une tu ne connaissais pas l'existence même. C'était l'édition pirate. Donc, c'est une réalité éparpillée qui n'est pas visible, disons, dans notre monde culturel qui est malheureusement si sinistré, je dois dire. Mais je dirais que c'est presque normal. Ouais. Pour prendre un exemple très local, combien de l'œuvre de Pessoa était connue? Il a publié un livre, un seul livre. Et qui l'a lu à l'époque? Personne. Pour vous. Le droit des humains, Ouais. Alors, nous n'avons pas de livre pour présenter. J'espère que prochainement, le futur nous apportera quelques éditions de Kenneth White. Il faut dire que l'œuvre de Kenneth White, elle est imposante. Il y a plusieurs dizaines de livres. Et d'ailleurs, plus d'autres genres de travaux, comme par exemple ces éditions avec les artistes que tu as fait souvent, que tu aimes faire, plus de 100 livres, 120 livres, je crois, que tu as fait avec des artistes. Bon, mais les livres d'édition normale, ils sont plusieurs dizaines. Bon, mais je passe la parole à Julien, parce que on est ici, on a au moins quelque chose pour vous présenter, c'est le dernier numéro de cette revue. Ah. Alors, et on a fait un dossier Kenneth White. Oui, c'est un petit dossier pour l'instant. Oui. Disons que c'est le début de quelque chose, Oui. dans mon esprit. Donc c'est une sélection de quelques textes. Il y a notamment un texte
je le remercie énormément à Kenneth de l'avoir écrit. C'est une lettre au Portugal a propos de la geopoética. Carta a Portugal a propósito da geopoética, em que ele traça a relação que tem com Portugal e essa relação passa, nomeadamente, por dois autores com os quais ele tem uma afinidade particular. Um é Fernando Pessoa e o outro é Miguel Torga. Ambos ele considera que são, digamos, figuras que estão, de certa maneira, que têm muito a ver com a ideia de geopoética, com a ideia e com a prática da geopoética. Portanto, o dossiê contém também esta carta e uma introdução muito esclarecedora do Jorge Leandro sobre, que chama com o título Uma Resistência Aberta, que tem a ver com o universo mental e prático do Kenneth White, que é a ideia de que um mundo aberto, que é um dos grandes temas, ou o tema talvez principal dele. Depois uma pequena entrevista que nós lhe fizemos e um excerto que é do livro que é Le Plateau de l'Albatros, que está aí, que é um dos livros fundamentais dele, em que ele subintitula uma introdução à geopoética. Portanto, é um texto de prosa e depois uma pequena seleção de poemas e a propósito desta pequena seleção de poemas eu sugeria até que lêssemos em 3 línguas, digamos. Alors, on pourrait lire quelques poèmes en 3 Tu langues. pourrais lire en anglais, Georges en français et moi en portugais, par exemple. Il m'avait dit qu'il allait poser cette question, alors j'ai préparé quelques petites choses en anglais et en français. Oui. Ça va? Oui, On commence par quoi? Par le français? Mais j'aimerais peut-être d'entendre, parce que Kenneth, c'est un auteur bilingue, oui. et j'aimerais l'entendre lire français et anglais. Ah, Et après, plutôt, pourrait lire la version portugaise. ah ouais, ok. J'aimerais vous entendre dans Ok. les deux. Bon, ce ne sera pas non plus une lecture de poésie, il ne s'agit pas de ça ce soir, mais juste quelques exemples, effectivement, pour Oui. le jeu entre les deux langues. Oui. Parce que moi, Oui. j'ai beaucoup... Donc, Je sais que ça t'intéresse beaucoup. Ah ben oui, Oui. j'ai beaucoup appris du français, Oui. et à partir d'une espèce de dialogue ou de dialectique même entre l'anglais et le français, j'ai essayé d'élaborer Oui. une manière d'expression autre, puisant dans les puissances de ces deux langues, qui sont Oui. différentes. Oui, je comprends ça. Alors aussi, donc qu'est-ce qu'on a dit? Anglais d'abord ou français d'abord? Français d'abord. Anglais d'abord. Anglais d'abord, ok. Oui, Ok. Anglais et français, d'accord. Donc ce poème s'appelle The Meditant. The Meditant. It was the cold talk of the gulls he liked, and rain whispering at the western window. Long days, long nights, moving in to what was always nameless, though the walls were hung with maps, and below him lay a library of signs. Outside, at the end of that dark winter, he saw blue smoke, green waters, as he had never seen them before. They were enough. A black crow busy on a branch made him laugh aloud. The shape of the slightest leaf entertained his mind. His intelligence danced among satisfactory words. Ce qui donne en français. Les traductions sont faites depuis des années et des années, après avoir été faites par d'autres traducteurs, par mon épouse Marie-Claude White, qui est traductrice et photographe. Donc voici la traduction de Marie-Claude White de ce poème, Le Méditant. C'était le froid parler des mouettes qu'il avait, et la pluie chuchotant à la fenêtre de l'ouest. Les longs jours, les longues nuits, où il avançait dans ce qui demeurait sans nom, malgré les cartes épinglées au mur et en bas toute une bibliothèque de sciences. Dehors, à la fin de ce sombre hiver,
Il voyait des fumées bleues, des eaux vertes comme jamais il n'en avait vu. Cela lui suffisait. Un corbeau affairé sur une branche le faisait rire aux éclats. La moindre forme de la moindre feuille excitait son esprit. Son intelligence dormait. Son intelligence dansait parmi des mots adéquats. Aussi Heraclitus, un de ces... Peut-être Par- on pourrait écouter la version de Parce jour. que ça fait partie Bah, là, c'est parfait. de la, Oui, Ok. de la petite sélection. Ok. So, o meditante. Do que ele gostava era da fria fala das gaivotas e da chuva sussurrando à janela do oeste, dos dias extensos, das extensas noites em que avançava rumo àquilo que nunca tinha nome. Apesar de nas paredes haver mapas pendurados e lá embaixo uma biblioteca de ciências. Lá fora, ao cabo daquele inverno sombrio, via fumo azul, águas verdes, como nunca antes tinha visto, eram o bastante. Um atarefado corvo preto, saltitando num ramo, fazia-o rir a bandeiras despregadas. A forma da mais pequena folha estimulava-lhe a mente, a sua inteligência dançava por entre palavras oportunas. Ok. Well, here's- magnifique. C'est Ah, bon, ok. une étonnante expérience, je dois dire. Je crois que tout le monde peut le sentir. Une très belle expérience d'écouter ces trois voix. Vous voulez dire quelque chose? J'ai été particulièrement impressionné par ce que vous avez dit sur l'enfermement de l'humain et ses fâcheuses conséquences. On vit cela dans notre monde, dans notre époque, s'il y a une époque. Mais vous avez dit que l'homme ne peut pas vivre sans parfois le contact avec le non-humain. Le non-humain. J'aimerais que vous puissiez développer cette idée qui est richissime, à mon avis, richissime, peut-être même porteuse d'un heureux dénouement. Et vous pouvez seulement donner des exemples différents. Pas seulement s'en aller en forêt, d'autres choses. Par exemple, je me rappelle, j'ai lu récemment Calasso, l'italien, La littérature et les dieux. Et il finit son livre, que j'ai lu dans la traduction française, La littérature et les dieux, et il finit commentant ce qu'il appelle la littérature absolue. Il commente un vase grec qui est dans un musée en Grande-Bretagne, je crois qu'à Londres. C'est un vase ancien, peint, et cette peinture qui est là, elle montre un élève qui est en train d'écrire avec son style. Il est à gauche dans le vase. Au milieu, nous voyons sur le sol de la peinture la tête coupée de celui qui a été tué par les Ménades de Orphée. Il a été tué, égorgé par les Ménades. Et nous voyons sa tête profile et la bouche ouverte. Alors, il est en train de dire des choses parce que sa tête flotta dans un fleuve
l'amenait à la mer. Et il parlait, on chantait. Il est tourné vers l'enfant qui écrit toujours. Et en pied, nous avons à droite, tout à droite, le dieu Apollon. Le dieu Apollon, qui soutient des plantes dans sa main, c'est la plante connectée à Apollon. Et de l'autre bras, un bras un peu autoritaire, il commande quelque chose. C'est la traduction d'une consigne, quelque chose. Donc, faire attention, faites attention. Et il dit que ce que cette peinture représente, c'est les ingrédients, les ingrédients de ce que serait la vraie littérature, la bonne littérature. La bonne littérature doit être en mélange du moi, du soi et du divin. Bon, j'ai assez dit pour que vous puissiez sentir que si grande sont mon admiration pour la grécité ou la grécité que vous venez d'évoquer, le moi, le soi et le divin ne me semble pas la trilogie la plus performante. Je me débarrasse passivement du divin, tout en reconnaissant l'importance que cela a eu, évidemment. Hein, comme de la mythologie, son importance dans la culture est énorme, on est d'accord là-dessus. Mais puisque vous me posez la question à moi, le divin dans son sens le plus. Ouais. Chacun peut les mettre du sien. Voilà, alors j'évite des mots qui se prêtent à cette espèce de jeu où chacun y met ce qu'il veut. Oui. Dieu, par exemple. C'est un mot trop chargé pour moi. Ça ne me permet pas vraiment de penser comme je veux penser. Oui, et le moi et le soi, bon, ça c'est la psychologie non pas de Freud, pour qui il n'y a vraiment pas de soi, mais de Jung. Jung, ça c'est le soi, c'est Jung. Hein. Je ne suis pas là non plus. Hein. Donc, tout cet art grec, quand vous avez commencé à parler de vases, par exemple, je connais certains vases grecs dans le musée que vous avez évoqué à Londres, parce que les Anglais ont raflé des choses partout. Un des vases que je trouve le plus beau, c'est un vase avec des dauphins. Là, c'est le grec que j'aime, qui apprécie les dauphins, l'abondissement des dauphins, le mouvement sinueux des dauphins. Voilà, c'est ça que j'aime. Voilà le non-humain vu dans toute sa splendeur, en dehors de tout je vais être un peu brutal dans mon vocabulaire, le cinéma mental de l'homme. Parce qu'il a un cinéma mental incroyable. Hein. Donc, les dauphins, est-ce qu'on peut en rester là pour voir à la fois l'appréciation de ce que vous avez évoqué et la différence que j'essaye disons le champ que j'essaye d'explorer, qui, tout en admirant beaucoup ce système qui a donné lieu à des œuvres d'une beauté inénarrable, mon champ est différent. Voilà. Je ne sais pas si votre question a un rapport avec celle-là. Sinon, on pourrait avoir la lecture d'un autre poème et après, on aurait une autre question. Ça va? Ça va pour toi? Oui, on fait la lecture maintenant, un autre poème, et après, on aura une autre question. Okay. Bon. Alors, l'autre, surtout à partir de ce qui est déjà dans l'air, je vais lire un poème sur Héraclite. Qui était un des premiers Grecs qui m'a intéressé. Héraclite et Parménide. Le poème de Parménide est extraordinaire. Il y a certaines personnes qui disent que Héraclite et Parménide sont des contraires. Je ne vois pas du tout comme ça. Parménide, dit-on, c'est l'être, et Héraclite, c'est le mouvement. Non, ça c'est trop simple. Alors, Héraclite, yes. C'est trop simple. Voilà, alors, anglais d'abord? Anglais, oui. Okay. Heraclitus.
They called him the dark, the obscure, the mysterious one, Os Skotenos. Walked the sunburnt rock of Hellas, saying, man lives furthest from what is nearest. Or, better to put out human fiction than put out a fire. Nobody got the drift of what moved his mind. He went from shadow, through blinding clarity, into shadow. O Skotenos. Héraclite, traduction de Marie-Claude White, on l'appelait le sombre, l'obscur, le ténébreux, Os Skotenos. Parcourant dans la Grèce le sol calciné, il déclarait « C'est du plus proche que l'homme est le plus éloigné » ou encore « Mieux vaut mettre fin à l'humaine comédie qu'éteindre un incendie ». Personne ne percevait la complexité des méandres de son esprit. Il quittait l'ombre, l'instant d'une aveuglante clarté, puis retournait à l'ombre, Os Skotenos. Então, Heraclito. Chamavam-lhe o sombrio, o obscuro, o misterioso, Os Skotenos. Percorria o solo calcinado da Hélade e dizia: o homem vive demasiado longe do que está mais perto. Ou vale mais acabar com a humana quimera do que apagar um incêndio. Ninguém percebia o movimento do que na sua mente se movia. Saía da sombra para a deslumbrante claridade e regressava à sombra, ou Skotenos. Moi, j'ai une double question, mais j'ai envie de dire un petit poème en français très court de Kenneth White, qui m'accompagne depuis des années, Café du midi. Assis là dans l'ombre, avec un livre, je vois Mireille, beauté vive, traverser le square. Ô nuit, donne-moi à lire le poème de son corps. J'aime beaucoup ce petit poème. Bien, très gentil. Merci bien. Alors ma question est la suivante, c'est au sujet de 2 livres que vous avez publiés. Je commence par le plus récent, Le Gang du Cosmos, qui a été publié en 2015. Et j'aurais aimé que vous puissiez nous parler un petit peu de l'importance qu'a eu pour vous toute cette Beat Generation dans votre travail, dans vos recherches, dans votre poésie, parce que vous avez vraiment plongé dans tous ces poètes, Ginsberg, William Carvalho, Snyder, etc. J'aimerais comment vous voyez cette Beat Generation, surtout pour votre poésie. Et ma deuxième question, elle est plus liée au Portugal. Vous avez publié Le Rôdeur des Confins en 2006. Et dans ce livre, vous parlez de certains lieux en Europe qui sont chargés pour vous, qui sont forts, qui vous ont beaucoup inspiré. Et vous citez en particulier le Sagres. Oui. Et j'aimerais que vous m'expliquiez comment et pourquoi vous avez été capté justement par Sagres. Voilà ma double question. Quand je suis arrivé en France, quand j'ai décidé, parce que j'étais passé en France bien avant, bien sûr, maintes fois, mais quand j'ai décidé de m'installer en France, à fin des années 60, 67, c'était Paris et Ardèche. L'Ardèche était mon poumon, en quelque sorte, là, en dehors de Paris. Il y avait beaucoup de critiques littéraires et beaucoup de monde en dehors même de la critique littéraire qui m'associaient tout de suite, qui m'identifiaient avec le beat movement, les beatniks, ce qui n'était pas vrai. Je les connaissais bien, mais ce qui donnait l'impression des gens que moi je devais faire partie de ce mouvement,
c'est que j'avais les mêmes sources. Voilà. Whitman. On avait les mêmes sources. Whitman, Thoreau, par exemple. Mais eux, ils l'ont utilisé d'une manière différente de moi. Je vais vous dire, je vais essayer de dire rapidement ce qui me différencie de certaines figures. Ginsberg, par exemple. Alors, Ginsberg, j'ai une certaine sympathie, donc je ne vais pas être... Vous avez lu le livre? Bien sûr. Donc vous avez remarqué que mon attitude vis-à-vis de Ginsberg, non pas ambiguë, mais pas mal nuancée. Parce que Ginsberg me semble plutôt une espèce de symptôme presque pathologique de la civilisation moderne, américaine bien sûr en premier lieu. Et déjà le fait de représenter ce symptôme est utile, de même que Artaud, qui est une figure à mon avis beaucoup plus importante que Ginsberg, mais lui aussi représentait cette pathologie, l'impossibilité de vivre dans cet enfermement. Donc Ginsberg, c'est pour ça que j'ai mis au début, le titre de ce chapitre, c'est « Une voix dans le supermarché ». Hein? Et c'est ça, il est dans le supermarché, mais il y a une voix. Et l'œuvre complète poétique de Ginsberg, ça fait, je ne me rappelle pas exactement, mais ça fait 400 pages. 100 pages aurait été bien. Hein? Mais c'est bon. Ensuite, quel était le deuxième? Ah oui, William Carlos Williams. William Carlos Williams. Snyder aussi. Ah oui. Alors, William Carlos Williams, médecin de carrière, mais avec un travail qui me semble beaucoup plus persévérant et beaucoup plus important que celui de Ginsberg. Je vais être obligé d'aller vite, on ne peut pas faire l'analyse de ce livre, ni de ses idées. Quel est Snyder. Snyder. Alors ça, Snyder, c'est celui dont je suis le plus proche. Ça. Ah ça, c'est certain. C'est certain. Parce qu'il est... il est très différent de Ginsberg et plus proche de William Carlos Williams, mais il y a des différences là aussi. Snyder, quand j'ai rencontré le premier livre de Snyder, je me suis dit, voilà un type qui m'intéresse. C'était aussi simple que ça. Quand j'ai commencé à écrire sur la poésie américaine, sur la littérature américaine, il y avait des gens pour dire aux États-Unis, White et Snyder, frères de sang. C'est une manière aussi de dire quelque chose. Plus tard, avec Snyder, lui il était dans le Nevada et moi j'étais dans les Pyrénées et on a correspondu pendant longtemps. Donc il y a une correspondance White-Snyder. Donc quelque chose de beaucoup plus proche. Ensuite, il y avait, je crois, Robertson Jeffers. Si. Robertson Jeffers, voilà. Alors Robertson Jeffers, c'est le moins connu de la bande. Robertson Jeffers s'est installé sur la côte ouest. Il s'est construit une espèce de, une tour en granit face au Pacifique, très isolé par rapport à en quelque sorte, il tourne le dos à l'Amérique, tourne le dos aux États-Unis, comme Thoreau d'ailleurs à la fin de sa vie. Thoreau, à la fin de sa vie, les derniers, enfin, pas à la fin de sa vie, mais de la fin d'un de ses livres, il est à Cape Cod, face à l'Atlantique, et il dit ici, je laisse les États-Unis derrière moi. Ah, c'est énorme. Alors Ferlinghetti, non pas Ferlinghetti, Robertson Jeffers, j'aime beaucoup cette prise de position solitaire et même isolée. Et il y a des poèmes de lui sur le Pacifique, sur la côte de Big Sur, cette côte assez proche, je dis entre parenthèses parce que ça me traverse l'esprit, de ma côte bretonne. Donc voilà, je crois que je vais m'arrêter là, parce qu'on va aller ailleurs, mais oui, c'est mon lien, c'est surtout Whitman. C'est pour ça que d'ailleurs, dans ce livre que vous avez lu, il y a presque 100 pages sur Whitman.
avant que je parle de ça. Oui, C'est lui qui est le champ le plus riche, à mon avis. et pour Sagres. Oh, Sagres. Voilà. Ah bon, alors, là franchement, s'il y a un lieu, parmi les lieux qui m'attirent le plus, l'un d'eux, c'est Sagres. Pourquoi? À cause de... On ne sait pas si c'est vrai, mais ça mérite d'être vrai, je crois que c'est assez vrai. À cause de l'école de navigation et d'exploration fondée par Henri le navigateur. Ça, c'est ça. Et quand je suis venu la première fois, je n'ai pas été souvent au Portugal, mais il y a 12 ans, on a fait un voyage du nord au sud, et il fallait pour moi que le point final soit Sagres. À cause de ça, et j'ai passé des heures sur la pointe là, dans un état assez, très profond, et en même temps ouverte. Profond et ouverte, c'est pas contradictoire. Une autre question peut-être? Oui. Une question très prosaïque et très courte pour faire le lien avec le pinard qu'on va aller voir tout à l'heure. Le lien nourriture terrestre, voilà, le lien entre création poétique et l'alimentaire. Donc, si je prends Montal, qui était sénateur à vie, il avait réglé le problème. Si je prends Mario Luzzi, il est devenu fou quand il a été universitaire, il est devenu totalement hermétique, c'était devenu illisible, Luzzi. Et je prends Jean-Michel Maulepoix, qui est le seul, ou un des seuls, à avoir pu mener sa carrière universitaire et sa carrière poétique de manière tout à fait équilibrée et même positive. Donc j'aimerais savoir quel est votre rapport, puisque vous avez enseigné en Sorbonne, est-ce que ça a été un poids pour vous, ou au contraire, comme chez Maulepoix, ça a été une manière d'avancer dans la création poétique, c'est-à-dire le lien entre critique littéraire et création? Bon, je laisse de côté, sans insister, le parallèle avec le poète que vous aviez évoqué, on peut aller vite, mais effectivement, moi, l'éducation m'intéresse au plus haut point. Je n'ai jamais voulu vivre, dès le départ, je ne voulais pas vivre de ma plume, comme on dit. Parce qu'on est obligé de faire un tas de choses, écrire un tas d'articles. Exatamente, comme disent les Portugais. Très bien. Et donc, je savais que j'allais enseigner. C'est une activité, pour moi, plus que noble, absolument nécessaire. Comment le faire, bien sûr, ça c'est une question. Disons que, par rapport à celui qui a travaillé à l'université et celui qui est l'écrivain, pour moi, enseigner a toujours été la prolongation orale de mon travail. Et quand j'enseignais à l'université, en France par exemple, à Paris 7, là j'avais une situation tellement marginale que je pouvais faire ce que je voulais. J'ai toujours fait dans l'université ce que je voulais. C'est pour ça qu'entre autres, j'ai pu fonder dans un département anglo-américain un séminaire de recherche sur Occident et Orient, parce que j'étais tellement marginal. Après, à la Sorbonne, là, j'étais le contraire. J'étais professeur de la chaire de poétique du XXe siècle. Alors là, ce que je faisais, c'était une conférence magistrale. J'aime beaucoup la conférence magistrale. Très mal vue, je sais, depuis longtemps, mais moi j'aime beaucoup la conférence magistrale. C'est le mieux. Et ça peut être une performance aussi, parce que le mot conférence est très mal vu aussi, mais la conférence pour moi est une œuvre d'art. Hein? Donc, non seulement il y avait contradiction, il n'y avait pas contradiction, il y avait réciprocité. Et j'ai toujours beaucoup aimé enseigner. Vraiment. J'avais ce séminaire, par exemple, qui s'appelait... le titre académique que je lui ai donné, c'était East-West Relationships, ou quelque chose comme ça. Mais en fait, c'était connu familièrement comme le séminaire de vieil temps. Et ça, c'est une référence à un poème de Basho, qui est
le séminaire de vieillissant, de vieillissant, The Old Pool, un poème de Basho, un poète japonais. Et ces poèmes, autant de citer rapidement. Ces poèmes de vieillissant, le vieillissant, un crapaud saute dedans, swoosh. Il y a beaucoup là-dedans. Hein. C'est-à-dire le vieillissant, c'est-à-dire l'état de sérénité à laquelle un certain bouddhisme veut atteindre, et c'est plus qu'admirable. Mais ce poète-là, Basho, dit un vieillissant, il y a un crapaud. On revient à une réalité vécue, quoi. Et il y a une expression. Voilà. Donc, ce séminaire était appelé le séminaire de vieillissant. Ou quelquefois aussi, parce que je vivais dans les Pyrénées, le séminaire de la montagne froide. Donc, vous voyez qu'il y avait, dans cet enseignement universitaire, il y avait certaines poéticités. Hein? Et si je l'ai arrêté il y a quelques années, c'était simplement parce que je sentais que j'avais fait ce que je voulais faire et que maintenant, j'étais dans un petit autre champ. Je ne voulais pas entrer dans une comparaison. Ça nous aurait mené trop loin. Oui. Merci. Bonsoir. Pardonnez-moi déjà, parce que je connaissais votre nom, je ne connais pas votre œuvre, mais ça arrive tout à pour bien faire. Ne vous sentez pas embarrassé. Je me raccroche à quelque chose que vous avez dit au début de votre présentation qui m'a intrigué. Vous avez mentionné Breton, vous avez mentionné la marche ou même la nage, vous avez mentionné le besoin ou la possibilité de se décharger. J'y ai fait un lien avec ce que vous disiez aussi sur le vide. Et j'aimerais savoir, j'ai deux questions. J'aimerais savoir comment vous abordez ce besoin ou cette nécessité de se décharger pour pouvoir produire, en quelque sorte. Et d'un autre côté, j'aurais voulu savoir ce que Breton, ce que son œuvre vous a apporté, et si elle vous a apporté quelque chose pour la production d'art. Okay. Bon, je vais commencer par Breton, okay? Puis je reviendrai à l'autre après. Parce que okay. En arrivant en France, donc, en fait, une des raisons, il y avait plusieurs raisons pour venir en France, mais une des raisons, c'était l'état lamentable en Grande-Bretagne, à mon avis, post-45. Il n'y avait pas d'idée dans l'air, aucune énergie intellectuelle dans l'air. Alors, il y a toujours de petites exceptions, mais aucune énergie intellectuelle dans l'air. Une littérature qui était soit ce que j'appelle le roman familial pondéreux, ou ce qui est très anglais, le contraire de ça, la petite chose triviale, sans intérêt, les deux à mon avis, sauf exception. Quant à la poésie, je l'appelais la poésie de la tondeuse de gazon. Ça ronronnait bien gentiment dans un espace très restreint. À cette époque-là aussi, fin des années 60, commençait à arriver en Grande-Bretagne l'idéologie du best-seller, c'est-à-dire arriver par tonnes des espèces de Kugelhof qui avaient pour ambition de se vendre à au moins 1 million d'exemplaires. Bon. Donc c'était la France. Parce que en France, il y avait toujours de l'énergie intellectuelle dedans. Ça a changé depuis. Mais on peut y revenir après. Hein. Mais pour le moment, on parlait de mon expérience. En fait, je me disais à l'époque, parce que c'était d'abord New York, ensuite Londres, et je me suis dit, un jour ce sera Paris. Parce que j'ai pas mal étudié l'histoire, y compris l'histoire culturelle. Mais je me suis dit à cette époque-là, la France va avoir 30 ans de retard heureux. Tous ces Français qui disent qui croient et qui disent ah, les anglo-saxons sont avant nous, ils ont fait ça, détrompez-vous. Le modèle anglo-saxon n'est vraiment pas à imiter. Donc, pour moi, c'était la France. Et en France, la littérature, la pensée, l'existence qui m'intéressait le plus, c'était celle du surréalisme. Et donc, bien sûr, il y en avait d'autres, mais surtout
au centre André Breton. Donc, quand je suis arrivé à Paris, dans la poche de ma veste, j'avais soit L'amour fou, soit Les parts perdues, enfin, le livre que vous connaissez. Et j'ai commencé même une thèse sur surréalisme et politique. J'ai laissé tomber cette thèse pour faire quelque chose sur le nomadisme intellectuel. Je savais que Breton, soyons précis aussi, sur le plan de la vie, je savais que Breton vivait encore à 42 rue Fontaine, juste à côté de la place Clichy. Mais je ne voulais pas lui rendre visite. Je vais aller vite maintenant. Quand mon premier livre a paru à Paris, quand mon premier livre au Mercure de France, je sentais le besoin quand même d'écrire à Breton pour dire combien son travail était important pour moi. Et Breton m'a écrit tout de suite en disant « Mais quelle coïncidence! Vous savez combien j'aime les coïncidences. Alors, je reçois ce matin votre livre, et hier soir, à notre café, la promenade de Vénus, dans le quartier des Halles, j'ai parlé de vous. Parce que j'avais lu un article que vous avez fait paraître dans une revue qui m'a excité l'esprit. Donc, j'ai lu ce texte et voilà. Donc, le contact était fait. On devait se voir. Mais on était en 65. On devait se voir à Noël, parce qu'avec ma femme, on venait en France assez souvent, notamment à Noël. Et il est mort juste à ce moment-là. Mais pour continuer le contact avec lui, j'ai fait une sélection très importante de ses poèmes. Une petite sélection existait déjà, mais très mal faite, mal traduite, presque un assassinat. Donc je voulais faire ça, précédé parce que j'avais toute cette pensée derrière moi aussi, la pensée sociale, précédé d'un essai sur le socialisme utopique. C'est quelque chose qui faisait partie intégrante de l'action surréaliste. Donc ça, c'est mon rapport à Breton. Quant à la première question, vous voulez bien la reformuler? Oui. En fait, la deuxième ou la première question venait de Breton aussi, et du fait que vous évoquiez la marche, justement, parce qu'il y a eu cette marche aussi. Oui. Et le lien se faisait avec le fait qu'il y avait peut-être ce besoin, cette nécessité de se décharger pour pouvoir produire. Se décharger pour produire, j'aime pas trop le vocabulaire. Oui, produire. Et se décharger, c'est capable à travers le langage que vous avez trouvé, je sais de quoi. Voilà, c'est ça qui... Voilà. Il est vrai que une des choses qui m'intéressait chez les surréalistes, effectivement, c'est leur déambulation dans Paris, qui allait être d'ailleurs développée plus tard par les situationnistes. Ça se voit par exemple, notamment chez Breton dans Les Pas perdus, et chez Aragon dans Le Paysan de Paris. Les déambulations dans les buts de Chaumont, par exemple. Et c'est ce qu'on allait appeler plus tard, en termes intellectuels, une espèce de psychogéographie. Déjà chez les surréalistes et ensuite chez les situationnistes. Ça m'intéressait. Mais le surréalisme était en grande partie une expérience citadine. Moi, j'avais une expérience quand même qui traversait les cités, mais qui était autre chose. Et cet espace-là, ces grands espaces, n'entre dans le surréalisme que quand Breton va en Amérique, au moment de la guerre. Là, il y a un certain espace entre dans ces textes. Une autre chose qui m'intéressait en germe chez les surréalistes, mais encore très en germe, c'était un intérêt pour l'Orient, tel qu'on le trouve par exemple chez Artaud. J'ai écrit un livre sur Artaud, à un moment où Artaud était considéré comme un pauvre fou, ou soit comme un pauvre fou, soit comme « Ah là là, voilà un fou comme il nous faut ». Artaud n'était pas fou. Il avait des crises de folie, ça oui d'accord, mais il a des textes qui sont fulgurants.
C'est pour ça que je sentais le besoin. Et je crois que j'ai donné une image d'Artaud qui a renouvelé quand même la conception d'Artaud. Après mon livre, il y a eu un tas de thèses qui allaient dans ce sens, sans toujours me citer d'ailleurs, mais ça c'est... Est-ce que ça répond un peu? Partiellement, pour être honnête, mais j'ai pas très bien posé ma question, donc je vais peut-être... à moins qu'il y ait peut-être... Oui, mais bien sûr, il y en a d'autres questions. Oui. J'aime bien le fait que vous passiez justement sur l'Orient, tout en restant dans le surréalisme, parce que, d'accord, laissons la déambulation citadine à côté, et penchons-nous sur d'autres textes. Donc du coup, par exemple, je sais pas, Sadeh Dayat, La chouette aveugle, qui a été reconnu ici par les surréalistes à une époque. Là, il est vraiment question aussi de déambulation. On est pratiquement dans le désert du rêve de ce Sadeh et Dayat. Et là, la déambulation... Je ne connais pas cet auteur. Peu importe, en fait, je voulais simplement dire que cette déambulation a été aussi reconnue hors de l'espace citadin. Et là, on se rapproche beaucoup plus de... Excusez-moi, la déambulation, ça remonte bien au-delà de cette époque-là et de ces contextes-là. Et c'est ça que je voulais savoir, c'est est-ce que vous-même, vous déambulez, est-ce que vous-même vous pratiquez ça? Est-ce que c'est est-ce que vous faites je ne fais que ça. Mais c'est si je le pratique beaucoup. Jusqu'à pousser jusqu'à des notions de pèlerinage ou de pérégrination. Oui, absolument. Mais n'oubliez pas que une grande partie de la pensée grecque venait d'Aristote et c'était basé sur la marche. Et un penseur comme Nietzsche disait qu'il ne concevait pas l'idée de penser sans marcher. La marche faisait partie de son yoga, si on veut. Ok? Merci beaucoup. Non, moi, avec plaisir. Nous n'avons pas beaucoup de temps, donc une ou deux questions, s'il vous plaît. Encore. Je voudrais vous poser une question. Mon français n'est pas grand-chose, comme je vous avais déjà dit. Mais j'ai lu votre texte très intéressant, Lettres au Portugal, aux cartes au Portugal, Lettres au Portugal. Dans la revue. Dans la revue Flauta de Luz. Vous parlez de Torga et de Pessoa, le manifeste, le paganiste, l'ultimatum, n'est-ce pas? Mais je demande si vous n'avez parlé de Alberto Queiro, qui Alberto Queiro, l'hétéronyme de Pessoa. Oui, bien sûr, je connais. Oui. Álvaro de Campos a écrit qu'il n'était pas un païen, n'était pas un païen, mais le paganisme. Et Ricardo Reis a dit qu'il est le paganisme absolu. Qu'est-ce que pensez-vous de la poésie d'Alberto Queiro? Et si vous avez déjà lu, n'est-ce pas? Et dans le contexte de la par exemple, de la géopoétique. Mais c'est une question que je ne sais pas si... Oui, bon, Pessoa est quelqu'un qui m'intéresse au plus haut point, ça c'est acquis. Mais parmi les hétéronymes, c'est-à-dire la partie de lui-même qu'il a placée dans ses figures, bon, la figure qui m'est le plus proche, c'est assez évident, c'est Álvaro de Campos. C'est le whitmanien, le côté whitmanien, mais c'est aussi le côté marin. C'est ça que j'aime beaucoup chez ce Pessoa-là, qui a plusieurs autres côtés, notamment. Par exemple, l'autre, son nom, Cairo. Ça, c'est une poésie plus ciselée, qui est admirable aussi, c'est bien. Mais ce n'est pas cette poésie-là qui m'intéresse. C'est plutôt le côté marin de Pessoa, une navigation qui m'intéresse. Et là, et certains textes, ultimatum, messagem, tout ça, voilà. Ode marítima. Sorry? Ode marítima. Bien sûr. Ode maritime. Ode maritime. Ça, c'est splendide. C'est splendide et c'est porteuse. C'est pas seulement
quelque chose à admirer, c'est vraiment quelque chose à vivre, quoi. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui, pardon, je ne connais pas votre ouvrage, selon ce que j'ai entendu aujourd'hui, mais je vous ai entendu dire que vous avez quitté la Grande-Bretagne aux années 60 peut-être, Ouais. et vous êtes allé en France. Oui. Mais avez-vous vécu la British Poetry Revival, les expériences des concrétistes, par exemple Sylvester Ouédard qui a fait des haikai comme Je n'ai pas saisi le nom, pardon. Pardon? Je n'ai pas saisi le nom. Dom Sylvester Ouédard qui oui, je connais. Oui, et pas de rapport avec la poésie, non? Et après, il y a un autre film qui a fait la poésie spatiale et qui a des grands jardins et très beaux Oui, jardins. c'est ça. Oui, je le connais, oui. Il y a Ça, c'est en un Écosse. rapport avec, comment avez-vous vécu les années 60 dans la poétrie en Angleterre? Parce que vous êtes un petit peu mécontent et vous êtes parti pour aller en France. Ça... Je vais parler très vite. Ça ne m'intéressait pas beaucoup. Il y avait de bonnes petites choses de temps en temps. Concrete Poetry, je trouvais ça un amusement, quoi. Sauf, il peut y avoir encore des exceptions. Quant à Liverpool Poets, moi j'ai connu certains de ces gars, mais ça n'allait pas très loin non plus. C'était dans l'Angleterre conservatrice, compassée, c'était une explosion d'énergie, mais ça n'allait pas loin, ça n'allait pas loin. Donc je pourrais bien sûr m'étendre là-dessus, mais ce n'était pas une espèce de rejet, c'était une analyse pensée et la nécessité de travailler d'une manière beaucoup plus profonde que tout cela. Voilà. Qui, dans le contexte, j'insiste, était une nouveauté intéressante, entre guillemets, mais pas plus. Par exemple, rien de tout ça n'était l'équivalent de ce qui se passait chez Breton, chez Artaud, etc. Michaud, c'est autre chose. C'est vraiment autre chose. Et ne parlons pas de la pensée. Alors là, il y avait quand même des penseurs en France. Je ne vais pas les citer, c'est ça. Non, merci à vous. Donc, je dois remercier tous les présents. Je dois aussi remercier la Hyper Librairie française pour cette magnifique occasion que nous avons vécue. Et je crois qu'on pourrait avoir la lecture d'un dernier poème pour finir. Je crois que ce serait la meilleure façon. Alors, voilà, j'ai une idée. Vous comprenez? C'est le plus court poème qui jamais existé. Je pensais que ce serait peut-être... Alors, je vais faire en anglais et en français. Oui. Ok. Alors, ce poème s'intitule A Snowy Morning in Montreal. A Snowy Morning in Montreal. Some poems have no title. This title has no poem. It's all out there. Matin de neige à Montréal. Certains poèmes n'ont pas de titre. Ce titre n'a pas de poème. Tout est là dehors. Ok? Je n'ai pas celui-là dans... Du moment que tu translate into Portuguese? Mais il y en a un qui n'est pas... qui a quelque chose de, en tout cas géographiquement parlant, un peu proche. C'est le poème qui s'appelle Primavera Índia. Em busca da América Vermelha, pescador de origens. Começar para recomeçar.
Agora no extremo noroeste, no ar uma brancura fumarenta, a alma do inverno evade-se para a uivante estrela azul lá no alto céu. O sangue pula, a mão toca em raízes. De toda a parte irrompe o centro. A realidade resplandece. Merci. Je crois qu'on sera là à côté. Oui. On pourra tous parler. Oui. Ah oui, d'accord. Oui, oui. C'est bon. Oui, dites-moi. Mais il n'est pas en vente ici, celui-là. Non, mais je veux dire, celui-là, on est Si, si, si. Il est là. Mais je suis libre. Ah, très bien. Oui, oui. Non, mais c'est... Il peut y avoir... Obrigado.